Bonjour, c'est Côme de l'équipe Audible, l'appli de livres audio et podcast. Bien que je ne sois pas encore parent, j'écoute avec grand plaisir les interviews de darons menées par Fabrice. Elles me permettent d'approcher différents aspects de la paternité et d'avoir un premier aperçu des choses à faire, ou à éviter, pour le jour où je les vivrai. Et pour les darons, les tontons et tous ceux qui ont un enfant dans leur entourage, Audible offre aux 100 premiers auditeurs le titre de méditation audio pour enfants, pieds sur terre et tête en l'air, avec toute offre d'essai. Rendez-vous sur la page audible.fr/cadeau et entrez le code promo DARON, D-A-R-O-N-S. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Et encore une fois, un grand merci à Audible qui est sponsor de cet épisode. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire d'Eric. Eric avec un CK à la fin. Eric est devenu papa pour la première fois à 21 ans et vous entendrez au tout début de cet épisode que ce n'était pas vraiment dans ses plans. Il a aujourd'hui 53 ans et est daron de 4 enfants, une fille et 3 filles, dont 2 sœurs jumelles. Ensemble, on balaye plein de sujets, de comment il a combiné ses envies d'aventure à sa famille aujourd'hui nombreuse, de son couple, de la façon dont il agit aujourd'hui avec ses enfants alors qu'ils sont tous devenus adultes. J'ai vraiment, moi, adoré cet épisode et puis il y a un petit je ne sais quoi chez Eric que j'ai trouvé particulièrement touchant. Ce podcast est propulsé par Rocky, R-O-C-K-I-E, le magazine pour accompagner les femmes et aussi les hommes qui le souhaitent dans leur vie d'adulte. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur rockymag, ROCKIE-MAG.com pour ne manquer aucun nouvel épisode. Si vous aimez Histoire de Daron, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à lui mettre une bonne note sur vos applis de podcast préférés, par exemple Apple Podcast sur iPhone ou alors Podcast Addict sur Android, mais vous pouvez aussi retrouver Histoire de Daron sur Deezer, Spotify, SoundCloud, YouTube et même maintenant sur Audible. Je vous rappelle que même si vous écoutez un podcast, vous pouvez venir mettre un commentaire sur YouTube. Vous retrouverez tous les liens dans les notes du podcast. Merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes, vos bonnes vibes et je vous laisse en compagnie d'Eric. On est avec Eric. Salut Eric. Bonjour. Ça va ? Très bien, très bien. Alors merci. Eric, t'as plein de surnoms, si j'ai bien compris. J'en ai quelques-uns, ouais. J'ai Ricky surtout, on m'appelle souvent Ricky, ouais. Pourquoi on t'appelle Ricky ? Bah je sais pas, c'est un diminutif qui m'a été donné, je pense au lycée ou un truc comme ça, et puis de plus en plus de personnes dans mon entourage m'appellent Ricky. Parce qu'en fait il y a E-R-I-C-K. Et c'est donc, ça, c'est... Mon prénom, en fait mon père s'appelait Patrick, et il m'a filé son CK de Patrick, il l'a rajouté à l'Eric. Et j'aime bien me considérer comme un cas à part. Oh, bravo. Voilà. Jeu de mots, jeu d'esprit. Eric, tu m'as d'abord envoyé un mail et ensuite ta fille, donc qui s'appelle Clélia, ouais. Qui est donc ta fille aînée, enfin qui est ta plus grande fille, m'a littéralement harcelé pour que je te relance parce qu'on a eu un premier échange, on s'est raté une première fois et tu m'as envoyé un message en me disant mon pitbull adoré, ma grande fille, comme je t'ai dit. Ouais, bah Clélia ne lâche pas le morceau. Non, elle lâche pas l'affaire. Elle voulait absolument que cette rencontre se fasse parce que je crois parce qu'elle aime bien mademoiselle.com, c'est sûr, parce qu'elle avait écouté ces émissions des darons, et puis je pense qu'elle attend peut-être certaines révélations. Mm-hmm. Donc elle n'a pas lâché l'affaire, ouais, elle n'a pas lâché l'affaire, et je dis ouais, c'est mon pitbull souriant. Et quand on s'est eu une première fois au téléphone, je te disais mais est-ce que tu as envie d'aller, parce que moi j'ai toujours ce truc j'ai pas envie de contraindre les pères à venir là, et tu as eu une très belle phrase du style, en fait c'est ça aussi être daron, c'est-à-dire à un moment donné il faut que tu te contraignes aux envies de tes enfants, quoi. Et exactement, c'est vrai que de prime abord j'ai tout de suite dit non. J'ai dit je vois pas en quoi je serais légitime. Je vois pas en quoi mon expérience pourrait intéresser qui que ce soit, et puis surtout j'ai pas forcément envie de dévoiler une certaine intimité. Ma qualité de père, j'en suis fier, mais c'est personnel, et je voyais pas pourquoi j'avais à raconter ça. Et puis en racontant ça à Clélia et puis à mes autres enfants, parce qu'en fait quelque part je leur ai demandé après l'autorisation de venir ici, parce que je leur ai dit si je viens ici c'est pour no bullshit, et on va pas de langue de bois, donc je vais peut-être dire des choses qu'ils connaissent pas, ou
que j'ai peut-être même pas osé me dire un jour, quoi. C'est vrai qu'on arrive je suis pas un père avec des enfants de 4-5 ans, je suis un père avec des enfants adultes maintenant, et j'ai un long regard sur ma qualité de daron, et c'est vrai que j'ai des gosses parce que peut-être je leur ai toujours laissé la parole, et puis ils me challengent en permanence, et je pense que souvent c'est eux qui me mettent dans le droit chemin, ou me remettent dans le droit chemin. En tout cas, c'est eux qui m'ont donné une direction dans la vie, ça c'est sûr. Mais j'en parlerai, mais je pense que vraiment ça m'a donné une vraie voix, mes enfants. Sinon, je pense que j'aurais peut-être fini clochard des étoiles ou un truc comme ça. Et en tout cas, ouais, j'avais pas forcément envie. Et puis après, ils ont dit si papa, vas-y. Et puis voilà. Puis après, j'ai écouté une ou deux émissions. Je trouvais ça vachement sympa. Et puis je me dis ok, je vais partager ça. Eh ben merci d'être venu en tout cas. Pour parler un peu plus de toi, tu as 53 ans et non pas 56. Tout à l'heure, je t'ai dit 56 et tu m'as dit oh. Oh là, ça avance assez vite comme ça. Hein, 53 ans et je me retourne, j'avais 20 ans. À ce point-là ? Bah ça va super vite, quoi. Ouais, ça va super vite. Je crois moi j'ai rien vu passer. La semaine dernière, je rencontrais leur mère au lycée. La semaine d'après, j'avais un gosse. Et puis là, hop, je suis grand-père. T'es grand-père ? Ouais, je suis grand-père. Depuis 8 mois, 9 mois maintenant. Oh là là. Ça, c'est nouveau, ça. Mais t'es super jeune grand-père, je suis grand daron, quoi. Mais attends, ma mère a fait mieux. Quand je suis né, il y avait 5 générations. Ma mère, elle m'a eu à 18 ans. Moi, j'ai eu mon fils à 21 ou 22, je sais jamais. Et ma grand-mère avait eu ma mère à 18. Donc, ouais, on fait les choses de manière précoce. Ça plaisante pas. Et l'un des trucs aussi que ta fille m'a vendu, parce qu'elle m'a envoyé aussi un mail après, parce qu'elle vraiment elle rigolait pas après ton mail. Et elle m'a surtout parlé de votre couple avec ta femme. Ouais. Vous êtes rencontrés, tu disais tout à l'heure au lycée, c'est ça ? Ouais, exact. Très très jeune ? Très jeune, ouais. Et 7 ou 18 ans, je sais plus. C'est à l'âge où on sait plus trop, vraiment. Non, on s'est rencontrés tôt. On s'est aimé vite, on s'est aimé fort. Et puis, enfin, moi, j'avais pas du tout l'idée ni l'envie d'être père. Faut dire les choses clairement. Je pense que Patricia, ma nana, elle avait envie d'être mère. Et je pense que c'était fortement ancré en elle. Moi, pas du tout. À 18 ans, 17-18 ans, j'avais vraiment envie de parcourir le monde, d'être d'aventurier. Je pensais à plein de choses, mais sauf à avoir un gosse. Et puis un jour, comme ça se fait parfois, elle est tombée enceinte. Et on a dit, allez, on garde. Mais on n'a pas réfléchi. Je crois que j'ai pas du tout réfléchi aux conséquences. J'ai pas calculé. On n'avait pas d'appart, on n'avait pas de job, on était étudiants. Vous aviez 21 ans, quoi, c'est 21 ça ? 21 ans, quoi. Enfin, même pas 20. Patricia, elle avait 20, moi j'avais 21 ans. Et voilà, et puis tout de suite, j'ai trouvé ça super fantastique. On s'est dit, on va voir, on verra bien. Mais après, tu vois, le Pablo, il est né, parce qu'il s'appelle Pablo, mon fils, et on n'avait pas d'électricité, il n'y avait pas de gaz à la maison, il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait rien, quoi. Et puis ça m'a appris à faire des travaux, ça m'a appris à faire à manger, ça m'a appris à coller du papier peint, ça m'a appris à me démerder un peu plus, quoi. Et puis on avait aussi des grands-parents qui nous ont un petit peu aidés, faut dire, hein. Puis on avait un appart loyer 48 à Paris quand ça existait encore. Donc j'ai pas la ref, loyer 48, mais le loyer 48, c'est des loyers qui étaient pas chers, dans des vieux apparts pourris, mais c'était bien. Donc ouais, on s'est rencontrés super tôt, on a commencé tôt. Et Pablo est né. Et sans certitude du tout que j'allais rester avec la maman. Que les choses soient claires. Mais avec l'envie d'élever mon fils, et l'envie de partager avec lui. J'allais à la fac et il était sur mon dos. J'allais au supermarché, il était dans le sac à dos. J'allais voler des steaks, je les mettais dans le panier à couches. Ouais, il allait partout avec nous. Ouais, il allait dans les fêtes, il était sous les manteaux dans les fêtes. Tu sais, les fêtes où il y a toujours une pièce avec plein de manteaux. Et voilà, il y avait un gosse en plus, quoi. Non, on l'a beaucoup trimballé. Et ça, je pense que c'est ce qui fait quand on est jeune, on fait pas forcément attention, quoi. On n'a pas de schéma préconçu. J'avais pas lu les livres de Laurence Pernoud ou de quoi que ce soit. Et en fait, on l'a élevé sans angoisse. On l'a élevé comme ça, avec beaucoup d'amour et sans angoisse, et je pense que ça fait des gosses super débrouillards. Je pense que mes filles, quand elles sont nées 6 ans plus tard, je dis pas que je les ai élevées avec beaucoup d'amour, beaucoup d'élan et peu de raison, mais j'étais déjà un petit peu plus mature, donc je pense que j'avais déjà embarqué quelques petites angoisses de la vie d'adulte que
tu es capable de transmettre à tes gosses. Et je pense que ça, c'est un des gros pièges de la vie d'adulte, c'est de balancer nos angoisses sur nos gosses qui sont des vraies éponges. Et puis après, ils se retrouvent à 30 ans à aller chez le psy. Comme nous, parfois. Tu sens vraiment une différence d'éducation, entre guillemets, entre ton fils, donc, qui est né 6 ans auparavant? Il est né 6 ans avant. Non, c'est pas une différence d'éducation, c'est juste que à 19 ans, j'étais étudiant, et puis on n'avait pas de boulot, et puis on n'était même pas sûr qu'on allait rester ensemble, et puis on n'était pas vraiment installés. Donc, je l'ai élevé un peu plus à la sauvage que mes filles. Mais une fois qu'on s'est retrouvés, toute la fratrie, Sorelli, les 4 enfants tous ensemble, on était un gang et il n'y avait pas de différence. J'ai pas élevé différemment parce que c'était un garçon ou parce qu'il est arrivé avant. Non, j'ai élevé tout le monde pareil. Et d'ailleurs, je pense que j'ai élevé mes filles aussi un peu comme des garçons. Enfin, j'ai pas du tout de fait de genre dans les enfants, quoi. Tout le monde faisait du skate, du roller, et de la cuisine et du bricolage. Alors, c'est le moment de le placer, mais en fait, tes filles étaient venues faire un street style chez Mademoiselle il y a 3 ou 4 ans, je pense. Maintenant, ça fait un petit bail. Le trio. Donc voilà, je mettrai un petit lien dans les notes du podcast si vous voulez voir un petit peu à quoi elles ressemblent. C'est vrai que j'avais vraiment passé un super moment avec elles. Elles m'avaient vraiment marqué toutes les 3. Déjà parce que c'est la première fois qu'on faisait un street style de sœurs comme ça à 3. Et puis surtout, elles étaient tellement drôles, quoi. Enfin, vraiment, elles m'ont vraiment fait rire. Et quand on a eu notre premier échange au téléphone, je me suis dit, mais les chats font pas des chiens. Hein. C'est le daron des 3 gonzesses, là. Et les blondes chevelues. Comment ça se passe donc, tu disais vraiment, t'as la sensation d'avoir élevé ton enfant, ton premier fiston Pablo un peu plus à l'arrache. Qu'est-ce qui se passe en fait entre ces 6 ans avant d'avoir votre deuxième enfant, donc votre première fille, avec Lélia, née le 14 février. Ah oui. De l'œuf. Né de l'amour, Clélia. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu essayes de finir tes études, tu passes de job en job, tu te demandes si tu vas rester avec ta femme réellement, parce que tu t'aimes, mais il y a plein de femmes tellement belles partout autour. Tu regardes ton enfant grandir, tu l'emmènes à la crèche, tu l'emmènes à l'école, tu vas au ski, tu vas à la mer, tu vas au camping, tu l'emmènes à Fontainebleau. Il se passe. Et puis un jour, tu te dis, franchement, avoir un frère ou une sœur, c'est génial. Et puis là, on s'est senti prêt et on s'est dit, ok, allez, viens, on en refait un deuxième. Mais c'est pas une discussion qu'on avait, quoi. On s'est pas dit 18 mois après la naissance, bon, allez, est-ce qu'on va en faire un tout de suite? Non, c'est-à-dire, on n'avait pas de travail, quoi. On n'avait pas d'argent, donc. On avait vu là pour de vrai ce que ça coûtait et ce que ça prenait comme temps, parce qu'au-delà du coût, on s'en fout. L'argent, on trouve toujours un moyen d'aller chercher une couche pas chère ou un biberon ou à manger. C'est à Paris quand on peut se débrouiller toujours. Mais en avoir 2, ça voulait dire acheter une voiture par exemple. 2, ça veut dire pouvoir prendre plus de place, plus d'organisation. Donc un jour, on a eu envie, puis hop, on est parti sur faire un deuxième. Et puis là, la deuxième était tellement une fille facile, le bébé parfait. Enfin, tu le couches, il dort, tu lui donnes à manger, elle mange, rigolote, souriante. Et puis ma femme avait un tel désir d'enfant encore. Et puis moi je suis issu d'une famille nombreuse, donc j'ai 6 frères et sœurs, donc ça m'a pas fait peur du tout. Et puis on a enchaîné, et puis là ça a été le coup double. Au lieu de faire un petit 3e pour la route, là on a fait 3, 4. Et là c'était un autre sport, parce que en fait moi j'ai eu des frères jumeaux, donc qui ont 10 ans de moins que moi, donc je savais à peu près ce que ça faisait. J'avais vu mon père en chier pas mal avec l'arrivée du 4e et 5e pour lui. J'avais vu ce que logistiquement ça voulait dire. Et là, d'un seul coup, j'ai senti que le peu de liberté qui me restait dans ma vie d'homme allait disparaître sous des tonnes de couches. Parce que ce que tu précises pas du tout, c'est que vous les avez vraiment enchaînées. C'est-à-dire qu'elles ont 1 an d'écart, c'est ça? Elles ont 15 mois d'écart, je crois. Alors, attention, je suis pas très bon dans les dates. Non, mais peu importe. Mais elles ont très peu de temps d'écart, quoi. 92, sont nées en 92 et 93. Vous étiez avec 3 mômes en bas âge. Exact. En même temps. Une poussette triple. Une poussette double qu'on avait transformée en triple. Elle est bricolée, c'est ça? Non, elles sont tassées les unes sur les autres. Il y en avait une face et l'autre par-dessus en pyramide. Tu sais, quand t'es gosse, tu fais toujours les pyramides humaines comme ça. Et nous, en permanence, on faisait des pyramides de gosses. Voilà, donc on a enchaîné, ouais.
Et donc, quand tu dis d'un coup d'un seul, ta liberté, le peu de liberté qui te restait en tant qu'homme a disparu, ça signifie quoi pour toi ? Ça signifie que tu vois, quand tu vois l'échographie, et puis là, la dame a dit ah, vous avez vu, surprise, et puis tu regardes l'échographie, tu vois les images un peu floues, puis là, tu comprends qu'il y en a 2, quoi. Et là, tu vois ta femme qui a un sourire fabuleux. Parce qu'elle, je sais pas, ça doit répondre à un désir qu'elle avait depuis tellement longtemps. Et à son visage s'éclaire. Et moi, d'un seul coup, je vois cette échographie avec les 2 bébés. Et là, tout de suite, je sais ce qui va m'attendre. Donc, je sors de la salle et je vais me bourrer la gueule. Et je vais me bourrer la gueule direct pendant 48 heures. Ah oui. Non, parce que là, je savais que... c'est super d'être parent, hein. C'est fantastique d'être No père. bullshit, t'as dit. Hein. Ouais, okay, non, c'est super. Non, mais ça prend un temps de fou, quoi. Ça prend un temps dingue. Si tu veux être un bon daron ou un bon papa-maman, tu prends tout ton temps, quoi. Et ça te prend pas 1 heure, 2 heures, ça te prend 10 ans, 15 ans. Ça te prend une vie, quoi. Ça te prend toute ta vie. Et puis c'est un autre sport que d'avoir 2, 3 gosses, que d'avoir 4, quoi. 4, ça voulait dire t'achètes la vanette. 4, ça veut dire qu'il faut trouver un appart avec une pièce de plus. 4, ça veut dire que voilà, ça veut dire qu'il va falloir taffer, mais des tafs sérieux, quoi. C'est fini la débrouillardise. Je vais coller des affiches, je distribue je fais des trucs, je suis photographe à droite à gauche, je fais de la piche. Non, c'est terminé. Là, tu dois te taffer réellement, quoi. Et donc là, tu tombes dans pas dire une routine, mais la vie de papa, maman classique, quoi, avec beaucoup de problèmes avec les écoles, les vaccins, voilà. Ça devient une petite organisation. Et je peux te dire, quand il faut partir le matin à l'école et qu'il faut être l'heure avec 4 gosses, c'est pas pareil que 2. 4, c'est 4 qui te saoulent parce qu'ils veulent pas mettre leurs chaussures. 2 fois plus que 2. 2 fois plus que 2. Voilà. Donc, et elle le savait pas, ma nana, elle a trouvé ça fantastique. Donc je l'ai laissé à son bonheur Béa et je suis parti me bourrer la gueule. Et après, j'ai assumé. Tu savais je me suis laissé 48 heures de tristesse, une espèce de tristesse mélancolique, tu vois, un peu comme un enterrement de vie de garçon. Ouais, c'est ça, j'allais dire, t'as un peu mis de côté, parce que j'ai l'impression que t'avais envie d'une vie un peu de mec un peu libre, quoi. Voilà, quand t'étais gamin et tout, on sent bien. Je veux dire, moi, mes parents, mon père a eu 6 gosses, ma mère aussi, et le modèle, j'ai des parents qui étaient divorcés, et le modèle papa-maman ne m'intéressait absolument pas, quoi. Le modèle familial, la famille nucléaire ne m'intéressait pas. J'y voyais aucun plaisir particulier. Je dis pas que j'aime pas la famille, hein. J'adore la famille, je comprends. La famille entière, mes cousins, mes cousines, les tatates. Je trouve ça bien, les fêtes de famille. Mais c'est juste insupportable au bout d'un moment, quoi. Je m'imaginais pas ça. Je m'étais transposé dans quelque chose de plus aventureux. Voilà. Jusqu'à découvrir que la plus grande aventure, c'était celle d'avoir des gosses. Allez, on bouge un peu moins. Quoique, on a fait beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les enfants, ils commencent à grandir et puis ils deviennent débrouillards. Et à 4, faut qu'ils se débrouillent parce que t'as pas le temps, quoi. Puis moi, je ne peux pas donner tout mon temps pour eux et ma nana peut-être pas non plus, quoi. Donc faut qu'ils se débrouillent et puis au bout d'un moment tu les embarques avec toi dans tes voyages, tu t'achètes la vanette et puis tu pars sur les routes et puis je pense qu'ils m'en veulent encore de les avoir beaucoup trimballés dans des endroits un peu incongrus. Je pense qu'ils se rappelleront toujours les fois où ils ont dormi sur les parkings d'autoroutes au fin fond de l'Espagne, des trucs comme ça, ouais. Moi, on les a trimballés. Pour revenir à cette histoire d'enterrement de vie de garçon, ces fameuses 48 heures-là, en fait, c'est quoi ton idée en fait à ce moment-là? Tu te dis, quand tu dis il va falloir que je trouve un travail sérieux, t'es en train de devenir adulte aussi, quoi. Bah ouais, c'est ça. Tu te dis, je vais plus ouais, va falloir que je trouve un boulot qui peut-être ne me plaît pas, mais qui est rémunérateur tous les mois. C'est-à-dire que ouais, je vais rentrer dans le système. Moi, je suis passé d'une époque où sur mon blouson, il y avait écrit Society You Won't Get Me, tu vois. Genre, chanter Renault, Société, tu m'auras pas à 17 ans, à 25 ans, père de famille avec 4 gosses, quoi. Parce que t'es né quoi, fin des années 60? Je suis né en 65. C'est ça. Donc, t'avais quoi? T'avais 16 piges quand Mitterrand est né? Voilà. 81. Voilà. Les beaux jours, machin. Voilà, c'est ça, j'ai cru à tout ça je pense que c'est important de le remettre dans le contexte. C'est mon fils, il est né en 86, donc tu vois, c'est l'époque d'un monde sans pitié. C'est l'époque où c'est fini les années hippies, évidemment, mais c'est des années où tu peux encore faire beaucoup de choses. Moi, j'étais pas dans les années tapis à faire du fric, tout ça, parce que je sais que c'est les années où il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de fric. Moi, c'est pas trop ce qui m'intéressait. Moi, je faisais beaucoup d'escalade,
beaucoup de choses de ski, de montagne, et des choses qui prennent du temps et qui prennent de l'engagement physique et qui nécessitent pas forcément de l'argent. Mais quand t'as des gamins, c'est des choses que tu peux pas faire tout le temps, quoi. Tu peux le faire un peu l'été, un petit peu l'hiver si t'as un peu de chance, mais tu peux pas partir 6 mois au Népal ou 4 mois en Afrique pour barouder, quoi. C'est pas très compatible avec une vie de daron. Un peu de logistique qui est tout de suite compliqué. Mais ceci dit, j'ai l'impression, d'après ce que tu racontes, que ça t'a pas empêché de t'adapter, entre guillemets, en tout cas d'adapter cette envie de liberté-là. Comment t'as fait pour adapter tes envies, toi? Je sais pas en fait à quel point ta nana, comme tu l'appelles, Patricia, était à ce point-là dans cette envie-là de partager cette forme de liberté avec toi. Je suis pas sûr qu'elle avait envie de partager ça. non, je pense que Patricia, elle avait plus envie une chose plus conventionnelle, quoi. Je pense que ça lui convenait très très bien qu'on organise cette famille de manière sérieuse, avec des vacances sérieuses. Elle est pas chiante, hein. Je suis pas en train de dire ça. Je suis pas en train de dire ça. C'est que moi, je suis un peu plus frivole, feu follet et rentre dedans qu'elle ne l'est, quoi. Mais j'ai des responsabilités et que j'assume. Donc voilà, j'ai assumé. Et donc oui, tu prends sur toi. Oui, tu prends sur toi. Oui, tu fais des compromis, évidemment. Et après, il faut pas que ces compromis te pèsent. Si ces compromis, un jour, tu te retrouves à regarder à travers la fenêtre tu regardes les toits parisiens avec une espèce de nostalgie de désert africain, et que cette nostalgie te rend triste au point de prendre des antidépresseurs, là, il convient de changer de vie. J'en suis pas arrivé là, moi, jamais. Ça se voit. Non, j'ai eu un gros flip dans ma vie. C'est quand Patricia est tombée malade. Ah, ok. Ouais, ça a été un épisode dans la famille qui a été assez et dramatique et fédérateur et qui nous a tous propulsés. C'est-à-dire qu'à 31 ans, 32 ans, elle a eu un cancer de la tête, du cuir chevelu. Et franchement, j'ai cru que j'allais la perdre. Et ce jour-là, tu vois, j'en ai des frissons rien quand j'en reparle encore. Ce jour-là, j'ai cru vraiment que j'allais la perdre, donc j'allais perdre mon amour, mais au-delà de perdre mon amour, que j'allais perdre la mère de mes gosses, quoi. La mère de mes 4 enfants. Et là, c'était pas tant d'assumer 4 enfants seuls qui me faisait peur, c'est de penser, d'imaginer que 4 enfants allaient continuer à vivre sans mère. Et ça m'était insupportable. Et là, j'ai pris des antidépresseurs. C'est la seule fois de ma vie où pendant 15 jours, parce qu'elle était à l'hôpital, parce qu'elle se faisait opérer, que je devais suivre les 4 gosses, et que franchement, il fallait que je fasse bonne figure. Et là, je me sentais pas, j'avais les jambes molles, j'arrivais plus, je pleurais tout le temps. Donc j'ai pris des antidépresseurs, elle a guéri. Elle a mis 10 ans à oublier ça. C'est-à-dire que notre vie a changé parce qu'en fait, d'un seul coup, elle a plus pensé à sa carrière professionnelle. Parce qu'elle avait cette impression que chaque jour allait peut-être être le dernier, et que le fait d'avoir senti la mort te frôler, la frôler, elle si jeune, ça a donné encore plus d'importance à notre vie de famille, au fait de ce qu'on était en train de vivre. Et donc là, on s'est dit, on va en profiter encore à fond, parce que tout ça peut disparaître du jour au lendemain. Tout ce bonheur familial, des petits déjeuners partagés, des cavalcades, des chansons, des chorés dans le salon, toutes ces conneries qu'on peut faire quand on est une famille, ça pouvait disparaître. Et ça, c'était insupportable. Donc, elle a guéri. Et en tout cas, elle y a peut-être sacrifié sa vie professionnelle. Moi, je me suis aperçu à ce moment-là à quel point ça tenait à rien. Et qu'il fallait tout donner, quoi, après. Et peu importe le boulot, quoi. Donc, on s'est pas trop préoccupé du boulot après. J'ai pas fait une grande carrière. Peut-être j'aurais pu faire une carrière plus importante, tu vas gagner plus de fric. Mais voilà. C'était plus l'objectif, quoi. Non. L'objectif était d'être heureux. C'est un bon objectif. Un bon objectif. C'est déjà suffisamment compliqué à atteindre. Et passer du temps avec les enfants, quoi. Passer du temps aujourd'hui, quand dans la vie parisienne, fait c'est dur de passer du temps avec les enfants. Et je crois que c'est le plus grand luxe dont on ait besoin. Moi, j'ai vu trop de gosses parce que mes gosses sont allés dans une école privée un peu chicose que mes grands-parents payaient. Des gosses qui étaient élevés par des nounous. Les gosses, les parents, le week-end, ils partaient à Deauville, à Londres, et puis ils filaient un bifton aux gosses de 50 €, et puis les gosses se débrouillaient.
Et c'est où l'amour là-dedans, quoi? C'est où le temps que tu passes, quoi? Ce qui compte, c'est le nombre d'heures de roller que tu fais avec tes gosses, le nombre de fois où tu les emmènes dans la forêt, le nombre de fois où tu leur racontes une histoire, où tu leur chantes une chanson, où tu leur grattes le cou, où tu sens leur petite odeur. C'est ça qui compte. C'est pas leur bulletin de notes scolaire à la fin du trimestre, c'est pas les repas de famille, c'est vraiment le temps que tu vas passer. Et moi, dans mes plus beaux souvenirs, tous mes plus beaux souvenirs, c'est ces souvenirs des enfants autour de toi quand tu es en train de raconter une histoire le soir, d'inventer des histoires, parce que ça, on a inventé beaucoup d'histoires. Et tu vois, on s'est battu pour pas qu'il y ait d'écran, on s'est battu pour pas qu'il y ait tout ça à la maison, même si à une époque, on a eu un ordinateur avec les Sims et il y avait 20 minutes par gosse chacun devait faire ça pour les Sims. Mais voilà, Pablo, par exemple, il a grandi sans télé du tout, et les filles un petit peu au début, pas de télé. Après, il y en a une après, mais bon, au début, il y en avait pas, quoi. Donc ouais, passer du temps avec eux. Et des fois, je regrette, des fois, par exemple pour Colline et Laura Louise, les jumelles, et j'ai pas eu assez de temps, parce que là... Ah, c'est Laura Louise. Je pensais que c'était vraiment Lalou, son prénom. C'est Lalou, mais c'est Laura Louise, mais elle aime pas trop qu'on l'appelle Laura Louise, parce que moi j'adore cette allitération en elle. Laura Louise, c'est beau, mais elle préfère Lalou. Bon, et qu'est-ce que je disais? Tu disais qu'avec les jumelles, c'était un peu différent. Ouais, avec ce qu'il y a, c'est que oui, j'ai peut-être passé un peu moins de temps, parce que pour le coup, là, à un moment, je suis rentré dans une vie professionnelle, dans une affaire familiale, et je me suis investi. C'est vrai que j'ai été pris par le boulot, parce que aussi passionnant, j'avais un peu moins de temps. J'avais toutes les vacances, ça c'était bien. Je m'étais astreint, notamment 4 semaines l'été, 2 ou 3 fois l'hiver, mais tu vois, il y a eu des soirs où je suis rentré, elle dormait. Ça, c'est dommage. Alors que Pablo et Clélia, les 2 premiers, je pense que j'ai été plus présent aussi. Et aussi peut-être parce qu'à un moment, leur mère a pris beaucoup de place et je l'ai laissé prendre cette place. Avec les jumelles en particulier. Ouais, en particulier, ouais. Et puis parce que les jumelles aussi, c'est une force particulière, les jumelles. Il y a un monde à part, quoi. Déjà, tes gosses, bon, c'est tes enfants, tu les connais, mais c'est des petits êtres qui vivent et parfois ils peuvent te sembler étrangers. Mais des jumelles, elles ont leur monde à elles fabriquent un monde. Et aussi, au bout d'un moment, la fratrie ou la sœurellie fabrique un monde duquel l'adulte et le parent est rejeté, exclu. Évidemment, là, tout à l'heure, je parle des choses sympas, mais j'avais dit qu'il faudrait absolument parler des crises de nerfs, des colères, des cris, des portes qui claquent, des poignets arrachés, parce que c'était ça aussi, la vie des fois dans notre appart, ça a été des grosses gueulantes. Moi, je suis un mec qui crie un peu. Ça se sent? T'as l'air... Bah ouais, mais tu vois, t'as l'air vivant? Je devrais être plus calme. Non, mais il y a vif, vivant, et puis il y a colérique. T'étais colérique? Ouais. Un peu moins maintenant? Ouais, je suis beaucoup moins colérique. Ouais, je me suis calmé là-dessus. C'est l'âge? C'est l'âge, c'est mes gosses aussi qui m'ont dit arrête de crier. Arrête de crier, quoi. Il y a un moment, il faut écouter tes enfants, quoi, parce que je pense qu'ils détiennent une certaine vérité, et puis parce que c'est plus possible, quoi, de se parler en criant. Parce qu'aujourd'hui, eux reproduisent parfois la même chose. Laura Louise, elle a cassé une chaise l'autre fois, dans le salon. Voilà. Et ça, je sais que c'est un geste qui me ressemble. Et si tu casses une chaise pour pas casser une tête, c'est débile, hein. Je devrais être beaucoup plus zen. Mais voilà, j'avais dit que je dirais pas de langue de bois. J'ai cassé des poignées de porte. Parce qu'il y a des situations qui m'étaient insupportables, invivables. Comme quoi, par exemple? Comme quand elles n'arrêtent pas de s'engueuler parce qu'elles se piquent des fringues. Non, ça c'était dingue. Quand t'as 3 filles à la maison et une nana qui a des belles fringues, tout le monde passe son temps à se piquer des fringues, y compris dans le linge sale. Je devenais fou. Et tu vois, des colères importantes pour des choses futiles. Le mensonge aussi, que ta fille te raconte, qui sortent, qui s'échappent, tu vois, qui vont en boîte de nuit. Ouais, là, il y a des choses que tu peux pas laisser passer. C'est pas les notes. Moi, je m'en fous. Les notes. Ma nana, elle était très branchée sur les notes, la partie scolaire. Moi, pas du tout. Moi, ce qu'il fallait, c'est qu'il soit débrouillard, heureux et avec des copains. Aller bien dans leur peau. Bien dans leur peau. Avoir confiance en eux, c'est ce qui est le plus important.
Mais Tu disais le mensonge. Comment tu fais ? Parce que c'est marrant, parce que j'ai la sensation que tu racontais tout à l'heure que tu avais fait en sorte de créer une relation de confiance et d'être capable de venir te dire merde quand ils voulaient te dire merde. Tu disais tout à l'heure d'ailleurs qu'elles avaient fini par te dire arrête de gueuler, ce qui est un truc hyper important. Et je te dis ça parce que moi, mes filles, elles ont 10 et 12, donc ça y est, on arrive dans les conneries de bullshit qui vont arriver. Faut courage. Et l'un des trucs qui me fait peur, entre guillemets, c'est vraiment le mensonge, quoi. Tu vois, c'est ce truc de... Bah, en fait, t'es en train de... Alors, je pense que tu peux pas passer à côté. Enfin, c'est un passage obligé, quoi. Comment t'as fait, toi, pour le gérer ? Déjà, tu le sais pas toujours. Hein. Ouais. Déjà, le mensonge passe parfois tellement bien que tu l'apprends 10 ans après. J'ai appris encore dernièrement que Laura Louise toujours arrivait à s'échapper la nuit avec l'aide complice de sa sœur. Et je l'ai pas su. Elle avait quel âge ? Je sais pas, elle avait 14 ans, 15 ans, je sais plus. Clélia, je suis allé la rechercher en boîte de nuit à 14 ans, les boîtes à la con là. Mais elle, je l'ai pas vue. Quand tu tombes sur un mensonge, tu t'essayes de lui dire à quel point c'est ridicule et qu'une part de ta confiance a été grignotée par ce mensonge et que s'il y a plus de confiance entre toi et ton enfant, bah c'est fini, on pourra plus faire des choses, on pourra plus construire. Et si la méfiance se distille ou s'infiltre petit à petit dans la relation, ça va casser plein de choses. Donc, je n'avais de cesse de leur répéter, dites-nous la vérité, dites les choses, parce qu'on est là pour vous protéger. Par exemple, c'est le truc tout bête, si tu veux pas dire t'as séché un cours ou t'as une mauvaise note, bah dis-le, parce qu'on va te protéger vis-à-vis du système scolaire. On est là pour te défendre, quoi. Après, comment je le gère au coup par coup. Franchement, il n'y a pas de recette. Hein. On l'a géré au coup par coup. Il y a petit mensonge, gros mensonge. On a parlé très rapidement tout à l'heure, mais tu disais que t'emmenais tous les mômes dans la vanette, à les faire dormir dans des parkings en Espagne ou je sais pas quoi. Je voulais juste savoir comment t'as réussi à... Est-ce que vous avez réussi justement à concilier cette envie de liberté-là, toi, et comment ça s'est passé ? Donc, typiquement, je pense que quand tu les amènes dans une vanette et que tu disais, peut-être qu'elles m'en veulent aujourd'hui de les avoir traballées un peu partout, tu sens qu'elles sont en colère contre toi ou elles ont la... Non, c'est pas de la colère, c'est que je pense parfois... quand on se levait le matin et qu'on était en vadrouille et qu'on savait, avec le guide du retard dans la main, et qu'on savait pas trop le soir où elles allaient dormir, je pense qu'elles auraient parfois aimé des choses plus simples. Et d'ailleurs, les quelques fois où on s'est retrouvés coincés dans un club med, parce que ça nous est aussi arrivé, première semaine de septembre, avec le 4e enfant offert et tout. Voilà, c'était vachement bien pour elle, parce que il y avait un cadre, ça bougeait moins, on s'est posé à un endroit où quelques fois on a pu prendre des locations, ou les quelques fois on est allé dans un endroit fixe. Oui, il y avait quelque chose de rassurant. Je pense que moi, j'ai pas forcément mesuré l'angoisse que ça peut être pour un gosse de 8, 10, 12 ans à pas savoir où il va dormir le soir. Mais je me dis que c'est le lot de centaines de milliers d'enfants migrants en ce moment, et que quelque part, tu vois, on devrait pouvoir savoir vivre sans savoir où on va se coucher le soir. Et quelque part, on doit pouvoir affronter ça, tu vois. La vie, c'est pas un hôtel 3 étoiles. La vie, c'est... voilà, tu dois la prendre comme elle vient. Et oui, un soir où on n'avait pas trouvé d'endroit, on a dormi sur le parking, et plusieurs fois même. Et le lendemain matin, sauf que c'était sublime, on était sur une plage, c'était beau, la vie recommençait. Mais c'est vrai que le petit moment où tu sors ton sac de couchage, et elles m'ont vu, en plus, mettre avec un espèce de couteau de cuisine que je mettais à côté de l'oreiller, au cas où quelqu'un viendrait, voilà... Ça fait partie de la légende, quoi. Mais voilà, elles m'en veulent pas, elles râlent parce qu'en disant tu nous as saoulés, parce que je pense qu'aussi il y avait peut-être des histoires d'hygiène, des filles, tu vois, qui ont envie de prendre une douche le matin. Mon fils, il s'en fout, je crois qu'il s'en foutait un petit peu. Bon, après, je pense que il y a des parents qui font bien pire que ça, ou bien mieux que ça d'ailleurs, qui emmènent leurs enfants sur un tour du monde en bateau, qui les emmènent dans des randonnées à cheval à travers des forêts, qui les emmènent dans des carrioles à vélo. Et je pense que même très petits, on voit aujourd'hui sur YouTube de plus en plus d'histoires de parents qui ont décidé de ne pas transiger sur leur envie d'aventure et leur envie de voyage, et qui le font avec leurs enfants. Et je pense que oui, je pense
pense que nous, on a été même trop prudents et qu'on s'est restreint et que j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Par exemple, j'ai découvert il y a quelques années l'Asie. On se dit, merde, on a loupé l'Asie, quoi. C'était un truc hyper simple et pas cher il y a 20 ans. Mais sauf que moi, c'est vrai, j'emmenais pas les gosses en avion parce que je considérais que l'avion, c'était trop cher. Donc, si on est parti au Canada, on a fait un super trip au Canada, c'était magnifique. Mais je pense qu'on aurait pu faire plus. Mais faire plus aussi, c'est un moment, il aurait fallu leur faire louper l'école. À un moment, tu vois, si tu veux partir complètement à l'aventure, c'est t'arrêtes de bosser, tu mets de l'argent de côté, ou tu pars sans argent parce qu'il y a des pays où tu en as moins besoin, et puis tu dois les faire louper l'école. Et c'est vrai que nous, on n'est pas allé jusque-là. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, je partirais sur un système encore moins scolarisé, avec une éducation plus empirique sur comment on fait pousser des légumes, comment on fabrique une table, comment on survit, quoi. J'ai de plus en plus de méfiance sur le savoir institutionnel ou institutionnalisant, en tout cas toutes ces Colline va pas du tout aimer parce qu'elle est conseillère principale d'éducation, donc elle va pas du tout aimer mon discours. Je pense que l'école de la vie est beaucoup plus importante et plus enrichissante que l'école de, je vais pas dire de la République parce que celle-ci elle est belle, mais l'école classique, quoi. Je pense que j'ai une de mes sœurs qui avait enlevé tous ses enfants de l'école, Amandine, et j'ai eu très peur au début pour elle, et quand je vois ses enfants aujourd'hui, je vois la manière qu'ils ont, et quand je vois leur rapport aux autres, je me dis qu'elle est en train de gagner son pari, en train d'élever des enfants sans qu'ils soient dans un microcosme. C'est pas une secte, hein. Ils sont pas enfermés du monde, ils sont vraiment très 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 ouverts sur le monde, mais ils ont choisi une autre voie. Mais alors, par contre, pour elle, elle est à 100% dédiée pour eux. Voilà, c'est aussi quels sont les parents qui sont prêts à abandonner complètement, totalement leur vie professionnelle ou leur carrière pour se consacrer à l'éducation de leurs enfants, à les faire grandir, à les faire mûrir en dehors d'un système scolaire classique. Je pense qu'aujourd'hui, un des grands challenges que devraient avoir les nouveaux parents, c'est de réussir à donner à leurs enfants une vie riche et épanouie pour les préparer à affronter les galères de la vie. Parce que c'est ça qui va leur arriver. Et je ne suis pas sûr que l'école propose aux enfants de 0 à 15 ans ce qu'il faut pour les préparer à ce qui va arriver, quoi. Dans un monde qui est ultra changeant, quoi. Moi, j'ai grandi avec un peu l'épée de Damoclès du chômage, un petit peu. Aujourd'hui, elle est pire que ça. Mais pourquoi on nous balance cette épée de Damoclès du chômage, quoi? Je sais que moi, mes gosses, ils ont tous envie de travailler, ils travaillent. Je sais que c'est un besoin pour beaucoup de monde de travailler. Mais ce qui est peut-être le plus important, c'est se réaliser. Et ce que je voudrais, moi, c'est dans les discussions que j'ai avec mes enfants, tu vois, parce que maintenant on a des discussions d'adultes, quoi. Avant-hier soir, je parlais avec Laura Louise, tu vois, il devait être 1h du matin. Ils ont quel âge aujourd'hui, alors, tes mômes ? Bah, aujourd'hui, Pablo, il a 30, enfin, je vais me tromper encore. Pablo, il a 33 ou 34. Clélia, elle a 27, ça c'est sûr, elle vient d'avoir 27. Et donc, Colline et Laura Louise, elles ont 26. Okay. Donc c'est des grands ouais, enfants. C'est des grands, c'est des gens avec qui, des personnes avec qui tu as des discussions sur la politique, sur l'éducation. C'est des gens parce que c'est des enfants, ils sont à un âge adulte, donc ils ont commencé eux-mêmes à réfléchir à l'éducation qu'ils ont et ils te renvoient des choses. Et en ce moment, Laura Louise notamment, elle est revenue, après, elle est en allée en Australie 2 ans, elle est revenue. Et là, en ce moment, elle nous sort quelques vérités qui peuvent un peu faire mal sur la manière dont elle a été élevée, dans la mer où elle a souffert justement de l'école. Et moi, j'avais peut-être pas vu assez ça. Et en fait, oui, on a des discussions d'adultes aujourd'hui. Sur quel sujet, par exemple ? Souvent nous on va parler on va parler de nous, hein. Ouais. On parle un petit peu de politique, un peu des gilets jaunes, mais on va parler de bouffe, on va parler de ce qu'on mange, on va parler de voyage, mais on va parler aussi d'eux, on va parler de leur bien-être. Est-ce que tu te sens bien dans ton travail ? Est-ce que tu vas oser aller faire cette rencontre avec cette personne ? Elle m'en parle pas beaucoup de leurs histoires d'amour.
Mais elles en parlent avec leur mère, je crois, un petit peu. T'es un peu exclu Ouais, je suis un peu exclu, mais je crois que j'ai pas envie de savoir. Ok. Ouais, franchement, ça me dérange pas d'être exclu. De la même manière qu'à 6-7 ans, j'étais exclu de la salle de bain des filles, et je trouve ça tout à fait normal. Parce que... après, je connais pas l'âge exact, quoi, mais il y a un moment où autant tu les as torchés de 0 à 4 ans, et puis la nudité n'est absolument pas un problème, autant il y a un moment où tu rentres plus dans la salle de bain, quoi. Là, c'est des petites filles, c'est très vite des jeunes femmes, et c'est très vite des femmes. À la différence d'un garçon qui reste un petit couillon assez longtemps, la fille devient femme super vite, quoi. C'est radical et violent. Donc, tu t'es auto exclu. Mais en fait, j'ai été élevé par des femmes, par ma mère, ma grand-mère, des sœurs. Donc j'ai toujours été élevé dans des microcosmes de femmes. Et j'ai très vite compris qu'il y a des endroits où les hommes ne doivent pas aller et ne doivent pas chercher à aller. Et puis c'est comme ça, quoi. Il y a des choses on n'a pas à savoir, quoi. C'est pas parce qu'il y a des tampons, des strings et des soutifs partout dans ta baraque, t'as le droit de poser des questions là-dessus, quoi. Oui. Voilà, donc je suis resté très en retrait de toutes leurs histoires d'amour. Même si, et elles le savent, hein, j'ai toujours été là s'il y a un problème, quoi. Une de mes filles a un problème un jour avec une histoire, je suis capable de traverser le monde entier pour aller la sauver. C'est ça qui est important, ça c'est... J'avais oublié de dire ça. Je m'étais dit qu'il fallait que je dise ça. Quand les enfants sont nés, j'ai découvert ce que c'était l'amour inconditionnel. Et je connaissais pas ça. C'est le fait que tu puisses mourir pour quelqu'un. Je suis prêt à mourir pour tous mes enfants. Demain, tout de suite là. Si on me dit tu dois mourir pour qu'ils vivent. Et c'est les seuls pour qui je ferais ça sans réfléchir. Du tout, mais je réfléchirais même pas une seule seconde. Alors je sais, c'est peut-être banal, il y a peut-être plein de parents qui disent ça, mais moi je connaissais pas ça. C'est-à-dire que je suis prêt à me jeter dans le vide, mais ça me pose aucun problème. Et j'ai jamais eu un amour aussi fort pour personne, quoi. Même aujourd'hui encore, je peux pleurer rien qu'en pensant à eux, mais de pleurer de bonheur, quoi. Parce que c'est ce que j'ai de mieux au monde. Après, ça peut être le piège, hein. Comment ça ? Le piège, c'est de t'oublier un petit peu toi. Le piège, c'est de dire, ok, il y a que mes enfants qui comptent, quoi. Et tu passes ton temps à les appeler, à chercher des relations, à chercher à ce qu'ils te racontent des choses. Non, je pense il y a un moment aussi, il leur faut leur espace de liberté. Évidemment, t'es sur leur dos de 0 à 14, 0 à 15 ans, puis après, faut qu'ils commencent à prendre leur envol, qu'ils construisent leur vie. Et c'est pas toujours facile pour eux quand ils ont eu des parents trop aimants. Le trop d'amour, tu sais, qui fait que t'as beaucoup de mal après à partir de l'appart, parce que le frigo est toujours plein. Parce que ta chemise est toujours bien repassée, ça te fait des tanguis, quoi. Moi, tu vois, mes filles, elles vivent toutes les trois encore dans le même appart, qui était le mien. Moi, je suis parti maintenant, je vis à Saint-Malo. Et je fais des allers-retours Paris-Saint-Malo. Et donc, cet appart, qui était notre appartement à Paris, maintenant, j'y vis. J'ai une petite chambre qu'elles m'ont laissée un peu de temps en temps, mais c'est elles qui vivent là. Mais tu vois, elles ont pas encore toutes les trois pris leur totale autonomie. Elles ont pas, elles sont en couple ou pas de temps en temps, mais elles ont pas, déjà elles ont pas d'enfants encore, elles ont pas d'appart à elles, et c'est plus compliqué, quoi, de construire ça. Moi, à 22 ans, j'avais déjà un appart, j'avais des gosses, et à 25 ans, j'en avais déjà 4. Et tu vois, et c'est ça qui aujourd'hui leur fait drôle, c'est et ça fait pareil à Pablo, ils arrivent à l'âge où ils savent que nous on les a eus. Et ça commence à les angoisser, je le sais. Notamment Clélia, ça l'angoisse. Elle se dit, ah là là, toi t'avais déjà un gosse. Et moi je leur dis, oh c'est pas grave. Elle a l'impression qu'il faut rattraper le retard. Ils ont l'impression qu'ils nous voient un peu comme un couple idéal. Oui. Surtout Clélia. Clélia a dit, oh, regardez, mes parents, ils s'aiment depuis 40 ans, c'est fantastique. J'allais t'en parler, elle m'en a parlé. Je sais, elle idéalise notre couple. Je pense que si demain on était amené à se séparer, parce que c'est arrivé parfois, on a pensé qu'on allait se séparer, c'était dramatique. Mais ça la rend triste, ça la rend follement triste. Et je peux comprendre. Mais après, j'aimerais juste que de temps en temps, qu'ils nous voient juste comme des adultes, c'est-à-dire que on est comme tout le monde, quoi. Moi, ça fait 35 ans que je suis avec la même femme. Et j'espère être jusqu'à toute ma vie avec elle. Hein. Mais je ne suis pas marié.
Ah, vous n'êtes pas mariés? Non. Ouais, c'est pour ça que tu dis ma nana? Non, parce que je trouve ça. J'aime pas dire ma femme, tu vois. Oui, je comprends. Cet aspect possessif me plaît pas. Non, parce que comme Guitry le dit toujours, le mariage est la principale cause du divorce. Déjà. Et puis parce que non, ma nana et moi, on est tous les deux enfants de parents divorcés et on n'avait peut-être pas envie de reproduire la même chose. Quoi. Et donc la meilleure solution, c'était pas de se marier parce que je pense que l'amour ne mérite pas de contrat. C'était quoi votre secret avec Patricia? Parce que effectivement, Clélia m'a donc envoyé un mail en m'expliquant à quel point votre couple est génial et que vous vous aimez encore après toutes ces années, etc. Elle idéalise. Alors moi, je pense, parce que je suis aussi un high school lover, moi, tu vois, j'ai rencontré ma meuf quand elle avait 15 ans et moi j'avais 17. Donc, ah ouais, toi aussi tu fais partie de ces tribus des... Voilà, donc je sais très bien l'image que ça peut renvoyer de l'extérieur, etc. Et je sais aussi, parce que j'ai 10 ans de moins que toi, mais je sais aussi à quel point c'est dur dans le quotidien, quoi. Donc j'aimerais bien savoir, c'est quoi votre recette à vous? C'est quoi notre recette? Ah merde, la question piège. Je pense que c'est déjà, on n'a pas forcément la même recette, Patricia et moi. Ouais. Vous avez l'air d'être très différents. Ouais, on est assez différents. Ouais. On est tous les deux poissons, mais on est très différents. Je suis plus spontané, elle est plus réfléchie. La recette, c'est de se dire que rien n'est jamais conclu. Moi, j'ai toujours continué à chercher à la séduire. Par exemple, de mon côté, en tout cas. Moi, je continue à vivre chaque matin comme une nouvelle histoire d'amour et comme une nouvelle rupture possible. C'est pas acquis. C'est pas parce que t'as 4 gosses et que ça fait 30 ans que t'es ensemble que c'est sûr que tu sois encore ensemble la semaine prochaine. Il faut encore faire ses preuves. Non, l'idée, c'est de continuer à jouer. Le couple doit être un jeu. Un moment de jeu. Et il n'y a pas que les jeux dans le lit avec les jouets. Clélia va détester ça. Elle va détester ça. Si on commence à parler d'autres vie sexuelle, elle va peut-être c'est ça. imploser. Les enfants ne supportent pas qu'on parle de la vie sexuelle des parents. Mais tu le sais très bien, les parents n'ont pas de vie sexuelle. Bien sûr. C'est connu. On n'a pas de sexe. Vous êtes l'immaculée conception, comme on dit. On fait rien, ils sont nés comme ça. Et surtout, du jour où ils sont nés, après on a arrêté. On a arrêté toute vie sexuelle. Quoi. C'est important. Non, c'est le péché. Enfin, c'est le péché, bien sûr. En plus, je suis pas marié, donc moi ça fait 30 ans que j'ai pas... Damnation. Non, c'est le jeu, c'est essayer de se renouveler, essayer de pas tomber dans une routine. Ce qui tue le couple, c'est la routine. C'est horrible. Faut se surprendre. Je pense qu'il faut essayer de se surprendre. Et puis après, quelque chose auquel on n'est pas prêt, c'est qu'on va changer. On a changé. C'est-à-dire que moi, je suis plus le même homme à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. J'ai évolué. Patricia aussi, elle a évolué. Il y a des choses que j'adore chez elle, il y a des choses qui m'horripilent, et des choses que je déteste. Il y a des choses, c'est insupportable. Mais voilà, on transige, on en parle, et puis on fait avec, quoi. Et puis il y a aussi des moments où on se sépare. Quand je dis quand on se sépare, c'est des moments où on décide de plus vivre ensemble pendant quelques jours, quelques semaines. Moi, quand je suis parti vivre à Saint-Malo, c'est vrai que de temps en temps elle est à Paris, de temps en temps je suis à Saint-Malo. Je pense qu'aujourd'hui ces pauses nous font aussi du bien. Et je pense que dans le couple, il faut s'organiser ça. Et nous, quand les enfants étaient plus petits, et parce qu'on en avait 4, parfois on faisait ça. On en prenait 2, chacun 2. Ah, ok. Voilà. Et, ou même 1. Et l'autre faisait autre chose. Donc ça permettait d'être plus attentif à un seul enfant, ou à 2 qu'à 4, parce que c'est physique, hein. Tes yeux ne peuvent regarder qu'un ou 2 à la fois, ils peuvent pas être partout. Et puis ça nous permettait de faire ce que nous on avait vraiment envie. Donc moi c'était souvent des trucs plus sportifs, aller à Fontainebleau, et puis Patricia ça allait faire du shopping ou aller se balader. Voilà, on n'avait pas forcément les mêmes activités. Et voilà, respecter le fait qu'on n'ait pas forcément envie de faire la même chose, pas en même temps, et qu'on a chacun notre vie. Attention, ça se fait évidemment pas sans conflit et sans heurts parfois, puisque mes désirs ne rencontrent pas toujours les désirs de Patricia et inversement. Mais ouais, pour durer, il faut faire l'amour.
Ça, je suis d'accord. Ça, il faut- Désolé Clélia, mais Désolé, tes parents Clélia, continuent faut faire l'amour tout le temps. c'est Ah ouais, si important. Si l'odeur de ta femme ne te fait pas vibrer comme au premier jour, c'est qu'il y a un problème. Moi, c'est physique. L'amour, je le ressens physique. C'est un odeur, c'est un toucher, c'est une envie de mettre ma tête dans le cou de ma femme, comme avant, mon envie de lui caresser le dos, c'est une envie de quand je regarde ses yeux, je me sens bien. C'est un peu intellectuel. Bien sûr que c'est intellectuel. C'est quelqu'un qui me comprend. C'est quelqu'un qui me comprend comme personne. C'est quelqu'un, je sais que le matin, il ne faut pas que je lui parle. On connaît nos habitudes. On est un vieux couple. On se connaît tellement. Tu vois, on connaît. Ce matin, elle m'a sauté dessus parce que j'ai encore ronflé cette nuit, quoi. Voilà, il paraît que j'ai vraiment ronflé comme un porc. Et moi, je lui dis que non, je ne ronfle pas, puisque je ne m'écoute pas. Mais voilà, c'est se faire des surprises. Savoir transiger, accepter un peu parfois, faire des efforts aussi pour l'autre, hein. Pas toujours dans le même sens, et puis parler. Comment vous avez fait pour... tu parlais tout à l'heure de ces couples qui partent à Deauville pendant un week-end et qui laissent les mômes de côté et tout. Comment vous avez fait pour garder cette vie de couple à deux, tout en ayant à côté de ça la tribu à gérer, quoi, avec le recul? Ça prend du temps, ça prend du temps de cerveau. Ouais, mais je sais pas, il y a quand même 24 heures dans une journée. Il y a beaucoup de choses à faire la nuit, quand les enfants se couchaient. Non, ça a jamais été un problème. Non, c'était pas. Je l'ai jamais ressenti comme un poids ou comme une contrainte. Mais c'est vrai qu'on est parti pour la première fois en vacances avec Patricia que tous les deux, il y a 2 ans, 3 ans, et ça faisait 20 ans qu'on n'était pas partis tous les deux. Et là, on s'est dit, waouh, c'est vachement bien les vacances à deux. Ah ouais, donc vous avez, par exemple, avec ma meuf, nous, on se prend des week-ends tous les deux. Ah non, ça, on s'est pas fait, nous. On fourgue les filles à mes parents, machin. Non, mais ça, c'est bien, ça, vous avez raison, ça, c'est vachement bien. Mais 2 jours, tu vois. Ben ouais, t'as raison, mais nous, on a loupé ça, on a été nuls là-dessus. Mais... parce que mes parents n'ont pas été top, hein. Je le dis. Hein. Mes grands-parents se sont occupés beaucoup de mes enfants, mais pas trop mes parents, qui eux-mêmes avaient encore des enfants au bas âge. Ouais, en fait, oui, vous êtes. Oui, ouais, j'ai des demi-frères et tout ça. Et par exemple, mon fils, Pablo, ses oncles, donc les fils de mon père, ils ont que 3 ans de moins que Pablo. De plus que Pablo, pardon. De plus. Donc Pablo, il joue avec ses oncles. C'est ses potes. Donc ça trouble un peu tout ça, quoi. Donc mon père et ma mère, y compris pareil pour Patricia, parce que pareil, Patricia, son père, il avait 18 ans et sa mère 19. Donc Patricia a aussi des parents qui sont très très jeunes. Donc mes enfants n'ont pas eu des grands-parents hyper attentifs. Enfin voilà, on ne pouvait pas trop leur... Et puis, tu refiles 2 gosses, c'est facile, va en refiler 4. Oui, c'est sûr que c'est une autre... Personne veut prendre 4. Je suis 1000 fois d'accord. Donc après, et eux, tu veux pas les séparer. Enfin, tu vois, tu veux pas en mettre 2 là et puis 2 là, ou 3 là. Tu veux pas mettre. Alors, Pablo, de temps en temps, ouais, lui, il se barrait chez mon père, et comme il était plus grand, très, très indépendant, très autonome, donc il prenait le métro tout seul, le train, enfin, ouais, il se démerdait bien. Mais non, on n'a pas fait beaucoup de week-ends à 2. On s'est fait des week-ends avec les enfants. Très bien. On a emmené Colline et Laura Louise pour leur anniversaire à Londres. Tous les 4, quoi. Voilà. Mais on n'a pas fait assez de petites virées. Mais vous êtes toujours bien. Ouais, ça va. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. C'est la chute qui compte. Bah, on verra. Chaque jour. Moi, je l'avais demandé en mariage il y a 15 ans, elle a refusé. Donc j'étais très vexé. Depuis, je crois qu'elle m'a redemandé en mariage. J'ai refusé, par principe. Donc rendez-vous dans 5-10 ans pour une nouvelle demande en mariage. Peut-être. Je crois que ça ferait très plaisir à Clélia encore, qu'on se marie. Voilà. Parce qu'elle a toujours cette image du couple parfait. Et tes autres enfants, moins, ils m'en parlent moins. Je pense que ça leur ferait plaisir aussi, tu vois. Mais je pense qu'ils ont peut-être eu ce désir à 10, 12, 13 ans, parce que, tu vois, je pense qu'ils rêvaient d'être demoiselles d'honneur, voir leurs parents se marier, parce que je pense qu'autour d'eux, ils avaient beaucoup d'enfants
des parents qui étaient mariés, donc ils disaient pourquoi mes parents sont pas mariés, quoi. Je pense que ça les aurait rassurés. Aujourd'hui, ils ont compris, quoi. Ils voient bien qu'on est indécrottables, toujours ensemble. Tu vois, c'est ton Ricky, ta Pat. Voilà, on est devenu une seule entité. Ouais, on est devenu une seule entité, quoi. C'est horrible, quoi. On nous voit on nous voit Ricky et Pat, quoi, tout le temps ensemble. Et nous aussi, de temps en temps, on joue à ça parce qu'on a une complicité au-delà de notre rapport de couple. On est des potes, quoi. On se connaît depuis 30 ans, quoi. Ah oui. Et oui, bien sûr, il y a notre vie d'amour, mais des fois, on s'engueule tellement souvent, mais comme le peuvent le faire deux bons potes, quoi. T'as l'impression, tu parlais tout à l'heure que vous aviez des discussions avec tes mômes maintenant qui sont grands et tout. Comment t'as l'impression qu'ils perçoivent je sais pas si tu leur donnes des conseils d'ailleurs, parce que moi je l'ai perçu comme ça au premier abord. Mais comment t'as l'impression qu'ils prennent tes paroles aujourd'hui, maintenant qu'ils sont grands et que... C'est une bonne question. Je sais pas trop. Faudra que je leur pose la question. Je pense qu'ils m'écoutent un petit peu. Je pense que des fois même je parle un peu trop. Ils me disent arrête papa, parce que je pense que j'ai des grandes doctrines et des grandes envolées et que parfois ça les saoule, quoi. J'ai l'impression que je rabâche toujours la même chose. Sur quel sujet en particulier ? Sur des choses comme deviens ce que tu es, fais ce que tu veux de ta vie, là où il y a une volonté, il y a un passage. Tu vois, j'ai toujours des espèces de maximes de philosophie à 2 balles, quoi. Qui sont c'est des bonnes philosophies. Ouais, tu vois, c'est là où il y a une volonté, il y a un passage. C'est Gaston Rébuffat, tu vois, c'est un grimpeur, c'est pas du tout un philosophe. Mais je pense que oui, j'ai des principes de vie que je leur répète et que je leur ressasse et que je leur ressasse. Là, dernièrement, je leur ai pris la tête sur la permaculture et faire pousser parce que j'ai un jardin et c'est ma nouvelle petite lubie. Donc, je leur prends vachement la tête avec ça en disant ouais, il faut manger bio, il faut manger sain. Et donc, ils sont d'accord sur le principe, mais au début, ils m'envoient chier. Parce que je pense que c'est bien. Et puis après, mais je pense qu'ils y réfléchissent et je pense que quelque part, ça se distille dans leurs petites neurones. Tu vois. L'éducation doit continuer à faire son chemin petit à petit. Mais ils m'envoient bien chier aussi et ils me remettent aussi en question. Tu vois. Tu disais ça justement. C'est quoi les trucs, tu as l'impression que sur lesquels tu as le plus changé ou un souvenir précis, particulier, tu vois, d'un truc où tes mômes t'ont recadré, comme tu dis? J'ai pas de souvenirs. Si. Ils m'ont ça y est. Ils m'ont recadré dans la relation. Ils m'ont recadré sur ma colère, sur les cris, sur le fait que ça devenait contre-productif au sein de la famille et à quel point c'était néfaste pour tout le monde, y compris pour elle et pour lui. Et ça a été une grosse claque où je me suis dit vraiment, je merdais et qu'à chaque fois que je criais, je perdais une occasion d'être pris au sérieux. Voilà. Alors que tu veux être pris au sérieux parce que tu cries, bah justement, t'es pris pour un bouffon parce que tu cries. Et ils ont tout à fait raison. Donc ils m'ont bien remis en place là-dessus. Et puis ils m'ont aussi remis en place sur la relation. Alors ça c'est un peu plus dur. Ils m'ont mis en place sur la relation de mon couple. Au sein de mon couple, sur la manière que j'avais de percevoir Patricia. On lui dit... C'est incroyable parce qu'ils te disent oui, mais elle n'est pas comme toi, faut que tu acceptes ça. C'est-à-dire qu'ils m'obligent à accepter certaines choses que je ressens comme des faiblesses de ma femme, qui ne sont pas des faiblesses, hein, qui sont des fragilités elle est comme ça, quoi. Et ils me disent mais voilà, faut que tu acceptes ça. Donc ils m'ont remis en place sur le fait que je devais accepter que nous n'étions pas pareils. C'est surtout sur le projet parce qu'on a ouvert une galerie de street art en Bretagne, dans un bar. Et moi, j'ai un boulot à côté et je vais faire grandir cette galerie de street art. C'est mon nouveau projet de ma nouvelle vie. Donc, je me lance là-dedans depuis 2 ans et je souhaitais que Patricia participe à ce projet physiquement, qu'elle soit dans le bar, qu'on fasse à manger, qu'on reçoive des gens. Et force est de constater, après une saison, que non, c'est pas son truc. Donc, moi, j'ai fait un peu le forcing. Et là, mes gosses m'ont dit, arrête. Elle n'a pas envie, donc la force pas. Et j'ai compris qu'il fallait surtout pas que je la force. Mais voilà, il a fallu, parce que ça voulait dire aussi mettre un couvercle sur mon rêve dans lequel Patricia était. C'est-à-dire que je l'avais construit en imaginant que le couple, dans sa nouvelle histoire, sans les enfants à la maison, allait
faire vivre cette galerie, ce restaurant, ce bar. Et non, ça lui plaît pas. Bon. Ça a dû être dur, ça, non? Ouais, c'est dur. C'est en ce moment. Ça est encore en ce C'est en ce moment. C'est en ce moment. Ouais, c'est super dur. Ouais, on a cru que... On a cru qu'on allait se séparer. Ouais, à cause de ça. Ouais. Oui, il n'y a plus de projet commun, c'est ça. Voilà. Une fois que les enfants sont partis. Non, mais c'est ça. T'as le premier projet, c'est tu t'aimes. Deuxième projet, tu fais des gosses. Puis après, quand les enfants, ils ont grandi, qu'ils s'en vont, que tu te retrouves à table le soir, face à face, là. Ça, tu connais pas ça, tu verras. C'est bizarre. Je m'y prépare, tu sais. Non, faut pas trop se préparer. Parce qu'après, t'as plein de moments où tu peux faire venir les gosses à la maison pour manger, pour les voir. Non, mais c'est vrai que ça fait bizarre les fois où pendant 15 ans, 20 ans de ta vie, 15 ans, tous les jours de la semaine ont été rythmés avec ce repas du soir où on est ensemble, avec ces week-ends où on est ensemble, à écouter les histoires des uns et des autres. Et d'un seul coup, tu te retrouves, les enfants ne sont plus là. Mais pas juste un soir ou un week-end, parce qu'ils vont faire la teuf. Non, des semaines entières, des années entières. Laura Louise, partie en Australie 2 ans. Moi, quand j'ai pas vu 2 ans ma fille, mais là, je peux te le dire, j'ai eu des angoisses, des tristesses, parce qu'elle n'était pas là. Des tristesses physiques, des manques physiques de mes enfants. Du fait de ne pas pouvoir la toucher. Et tu te dis, putain, mais elle a 25 ans, elle a fait ce qu'elle veut, elle a le droit d'aller à l'autre bout du monde. Faut que j'arrête de la faire chier avec je n'ai pas le droit de la faire chier avec ma douleur et mon manque. Donc Patricia, elle l'appelait en disant, tu manques, reviens-toi. Moi, je lui disais, je suis super content pour toi, éclate-toi, amuse-toi. T'en chiais derrière. J'en chiais derrière, évidemment, qu'elle me manquait. Mais comme il me manque souvent, mais je vais pas aller dégouliner et chialer parce qu'ils sont en train de faire leur vie. Je ne peux être qu'heureux. Et si demain ils décident de partir à l'autre bout du monde et de construire autre chose et pas de me voir pendant 10 ans, bah, ça sera leur choix et ça sera très bien si ça leur plaît. Et ça, c'est dur de mettre un couvercle sur tout l'amour que tu as pour eux, pour les faire grandir. Bah, tu m'as ému, voilà. Ben, c'est génial l'amour, mais il y a quelque chose de contradictoire. C'est-à-dire qu'on les aime tellement qu'on voudrait les posséder, les manger, tu vois. Tu sais, on a tous envie de les croquer. Et puis, si on les aime vraiment, il faut juste les aider à s'envoler, à partir, à leur donner toutes les armes pour qu'ils puissent vivre sans toi, juste sans toi. Et ça, Patricia, elle a un petit peu de mal encore. Elle est dans ce passage où elle a du mal à se dire, merde, je suis toujours maman, mais ils n'ont pas besoin de moi. Ils n'ont plus besoin de moi. Et les mères, surtout, c'est les mères juives en plus, parce qu'elle est juive, les mères juives, c'est un pur pisse comme ça. Elles font tout pour te montrer qu'elles sont indispensables. Mais non, c'est un truc qui doit être dur entre vous, ça, parce que c'est dur. Un principe d'éducation qui est... Bah, et tu te retrouves donc du jour au lendemain, petit à petit, à être que face avec ta nana, quoi. Et si tu reconstruis pas autre chose, ouais, tu vas te faire chier. Enfin, ou si à titre personnel, t'as pas construit. On connaît combien de couples qui continuent à chacun à vivre. Enfin, ils sont ensemble, mais ils sont pas vraiment ensemble, quoi. C'est un couple de façade. Nous, on n'est pas un couple de façade, on est un vrai couple. Après, on a chacun sa vie, hein, et je suis toujours pas sûr qu'on reste ensemble dans les 10 prochaines années, mais je vais tout faire pour, quoi. Mais il faudra pas qu'elle me fasse chier trop, hein. On a compris. Non, mais c'est pareil pour elle, hein. Oui, bien sûr. On est dur l'un envers l'autre. Ouais, on est dur parce que on ne veut pas transiger sur certains principes. Alors je dis toujours, tout à l'heure je disais le contraire, je disais il faut transiger. Oui, mais il y a des trucs sur lesquels... Il y a des choses. Non, moi je veux aller faire de l'escalade avec mes potes le week-end, je veux aller me coller une grosse caisse de temps en temps, je le ferai. Je veux partir à l'autre bout du monde avec mon sac à dos, j'ai 53 ans, je vais le refaire. Ce que je n'ai pas fait à 20 ans, parce que mes enfants étaient trop petits, j'ai encore le temps de le faire, parce que je suis encore jeune, j'ai encore la caisse. Et donc je vais le faire. Et elle n'est pas dans ce truc de te suivre alors de cette... Non, okay. Non. Mais je vais le faire tout seul, c'est pas grave. C'est beau. Merci. Non, mais merci beaucoup, Eric. J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. C'était vraiment top, vraiment. Merci d'être venu. Merci Clélia. On va casser les burnes. Ouais. Et puis merci à Clélia de t'avoir saoulé aussi, parce que j'ai l'impression elle m'a bien saoulé. J'ai une question que je pose à tous mes invités. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que on n'a pas toujours l'occasion de réfléchir. On y réfléchit de temps en temps comme ça, mais d'en parler, de le partager, de se poser des questions,
toi-même, tu m'as posé des questions qui m'ont fait réfléchir sur certaines choses que j'avais. On oublie aussi parfois, toi, le quotidien nous fait oublier toutes ces histoires. Et pourtant, il s'est passé tellement de belles petites histoires. J'ai des milliards d'anecdotes. Et il y en a plein que j'ai oubliées. Et de temps en temps, mes enfants me les rappellent, ou des photos, ou des films. Et je crois qu'il n'y a pas plus grand plaisir quand on se retrouve. Et ça nous arrive dans le canapé un dimanche après-midi pluvieux, à manger du thé, des gâteaux, et à regarder des vieux films sur des VHS où les gamins sont tout petits. Et on a tous un gros smile sur la tête. Et c'est bien la preuve que c'était, pour nous tous, une des plus belles aventures qui existent. Et pour eux, là, c'est peut-être ça qui est dur aussi pour les gamins. C'est ils rentrent dans la vie adulte et ils ont perdu. Il y a une forme de nostalgie peut-être chez eux, c'est ça c'est quand même génial les années enfants. Enfin, génial. Peut-être pas tous les enfants pourront pas dire ça. Il y a des moments où il y a des souffrances, je l'entends. Mais dans une famille globalement, heureuse. nous on a eu de la chance. Tu vois, on allait au ski, on avait un grand appart HLM à Paris, une vie que je retrouve relativement facile, tu vois. À Paris, tu mets des rollers, tu vas te balader, ça va être facile. On a vécu en banlieue, et donc je sais que vivre en banlieue, faire des allers-retours Paris, ça c'est pas simple. Nous, on a eu de la chance, j'ai l'impression d'avoir une vie relativement simple. Oui, et justement, t'as pas cette sensation qu'ils ont un peu ce truc nostalgique aussi, tes enfants T'as ça toi aussi ou pas? Non? Ouais, mais oui, je l'ai, mais ça me traverse, traverse l'esprit, puis je verse ma petite larme, et puis je passe à autre chose. Tu pleures pas. Tu vois, pendant je m'autorise de la tristesse, hors de question que je me complaise dedans. C'est comme le coup tu vas te bourrer un bon coup, et puis tu repasses à autre chose. J'ai compris. Donc oui, la dernière question que je pose à tous mes invités, c'est imagine tes mômes, ils écoutent. Alors attends, ça marche pas pour toi, ils sont grands putain de merde. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes mômes qui vont écouter ce podcast? Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Ouais. Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Alors déjà que je leur ai pas dit ou que je leur ai déjà dit? Tu l'aurais pas dit tant qu'à faire. Quelque chose que je leur aurais jamais dit. Ouais. Ce que je leur ai pas dit, que j'aurais envie de leur dire. Je crois que je leur dis pratiquement tout ce que j'ai envie de leur dire. Et je leur ai rien caché. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que je les aime très très fort. Que j'ai jamais aimé aussi fort des gens. Que j'ai confiance en eux. Et qu'ils ne laissent jamais personne dire qu'ils ne peuvent pas le faire. Que tout est possible. Voilà, je veux juste leur dire, voilà, tout est possible dans votre vie. Vous pouvez tout faire. Peut-être pas astronaute ou des choses comme ça, ou championne du monde de patinage artistique, parce que c'est peut-être un peu tard, quoi. Ça nécessite un peu d'entraînement. Voilà, mais tout le reste est possible. Clélia, tu peux devenir une grande journaliste, comme tu as toujours rêvé de le faire. Et Laura Louise, tu vas organiser des événements fabuleux à travers le monde, et tu vas te construire. Même si tu crois que tu n'as pas de confiance en toi, je peux te dire que les gens ont confiance en toi. Pablo, il va être un grand réalisateur, il va écrire, et c'est un bon papa, et il va faire de très très belles choses. Et puis Colline, elle sera juste ministre de l'Éducation, mais ça, personne ne le sait encore. Eh ben c'est le rendez-vous est pris. Voilà. Okay. Non, c'est que je leur souhaite, de vivre la vie qu'ils ont décidé de vivre. Et je serai toujours là pour eux. Toujours. Ben merci beaucoup, Eric. T'as fait un mic drop. Mic drop, pardon. Un grand merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt. C'est terminé pour cet épisode. Un grand merci d'avoir écouté. Je vous invite à venir réagir soit sur l'Instagram de Rocky, c'est sur RockyMag, ROCKIEMAG, soit sur mon Instagram perso. Moi, je suis sur FabFlorent, FABFLORENT, soit sur YouTube, sous la vidéo de cet épisode. Vous trouverez le lien dans les notes du podcast. J'adore lire vos commentaires. Je vous rappelle aussi que si le concept vous plaît, vous pouvez en parler autour de vous, partager sur les réseaux sociaux. Le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Si vous voulez passer à mon micro, que vous avez une histoire ou une situation qui fait de vous un daron un peu particulier, vous pouvez écrire un mail à histoirededaron@rockymag.com. Histoire de daron, histoire avec un S, daron avec un S. Je vous mets l'adresse directement dans les notes du podcast. Enfin, je vous rappelle qu'un nouvel épisode d'Histoire de Daron sort chaque 1er et 3e lundi de chaque mois. Rendez-vous donc très bientôt pour le prochain, et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie.